الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جعل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما هو شفاء ومعينا ولا يزيد الظالمين إلا حسنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتزول من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ترزق من تشاء بغير حساب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظم بمقامنا إلا غفرته ولا حم إلا فرجته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك يا رب العالمين الحمد لله في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. Mesdames et messieurs de la presse, au nom de l'ensemble des leaders des partis membres de l'ARDR, nous vous remercions très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation pour ce point de presse. Point de presse qui intervient après pratiquement quelques 2 mois de silence, si on peut le dire, de l'ARDR. 2 mois, tout simplement parce que, entre-temps, il y avait l'approche du mois béni de Ramadan, puis tout le mois de Ramadan, qui habituellement est consacré au recueillement, aux prières, aux méditations, et puis également, après le mois de Ramadan, une petite pause. Donc ça fait pratiquement un peu plus de 2 mois que vous n'avez pas écouté, entendu, j'allais dire, les positions de l'ARDR sur un certain nombre de questions touchant la vie nationale. Nous vous remercions très sincèrement d'avoir répondu présent massivement comme cela. Alors, effectivement, nous sommes à quelques mois des échéances électorales. Élections locales, municipales et régionales, élections législatives et élections présidentielles. Il est tout à fait normal que les acteurs de la vie politique, notamment ceux de l'opposition politique, s'expriment très clairement et annoncent leur appréciation et leur position sur les différents sujets touchant la vie nationale à ce moment préélectoral. Donc, ce point de presse portera sur un certain nombre de questions irrelatives. Il y a d'abord la base même des élections, c'est-à-dire tout ce qui touche l'expression de la volonté populaire. Donc à travers ceux qui vont exercer leur droit de voter, d'élire et de se faire élire. Il y a eu, comme vous le savez, il y a 5 ans, un fichier électoral sur la base duquel nous étions partis aux élections. Cette fois-ci, il nous a été proposé un fichier électoral qui sera mis en place sur la base d'un recensement électoral porte à porte. Les premiers résultats viennent d'être annoncés et je sais que tout comme moi, vous avez une idée de ce que cela a donné. Non seulement du point de vue du déroulement de cette opération, mais aussi de manière concrète du point de vue des résultats. Nous trouvons que ces résultats-là sont exécrables. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Or, c'est très dangereux d'avoir un mauvais fichier pour organiser des élections.
Si tant est qu'on veut avoir des élections qui soient libres, transparentes, honnêtes, eh bien, la base doit être claire. Deuxièmement, il y a la CENI, qui est notre Commission électorale nationale indépendante, organe chargé de l'organisation, de la préparation et du déroulement des opérations électorales. Eh bien, nous nous retrouvons avec une CENI qui a peut-être perdu le I, parce qu'elle ne semble pas si indépendante que cela. Beaucoup ont constaté, par exemple, pour ne citer que ce point-là, que l'organe de direction et de prise de décision de la CENI, notamment le bureau, même le bureau élargi, ben, sur l'ensemble des 20 membres de ce bureau élargi de la CENI, ben, l'opposition ne dispose que d'un seul représentant. Un sur les 20. Alors, la décision qui peut être prise par un tel organe, je vous laisse deviner sa coloration. Il y a également la question relative aux institutions de la République. Nous sommes une organisation d'opposition politique légale, reconnue, tant par la Constitution que par les autres lois de la République. Eh bien, comme dans tout pays, une opposition responsable se doit de mener une veille, de faire des constats et d'avoir une opinion, et surtout, si elle se veut sérieuse, une opinion critique objective sur chacune des institutions de la République. Eh bien, nous avons eu à exercer notre droit d'exprimer notre opinion politique sur le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions, et nous entendons le faire avant la fin du mandat, de manière à ce que l'opinion nationale et internationale apprécie la manière dont nous apprécions le fonctionnement de ces institutions-là pendant la durée de cette législature ou de cette mandature. Nous avons commencé par la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une juridiction politique. Ensuite, c'est le juge électoral. Et nous sommes partie prenante dans l'organisation des élections. La Constitution ainsi que les lois de la République font des partis politiques au Niger. Des institutions qui concourent à l'expression des suffrages. Donc, nous ne pouvons pas ne pas avoir à dire sur tout ce qui touche les intervenants dans le processus électoral d'une manière générale. Nous avons eu donc, à travers le livre blanc, en son tome 1, exprimé ce que nous avons eu à constater, ce que nous avons eu à observer, bon, relativement à cette institution-là. Et bon, vous avez suivi également tout ce qui s'en est suivi. Autre point, c'est quelque chose que tout le monde observe, constate, c'est le harcèlement juridique indu, conçu de manière hautement politique, contre les opposants politiques, parce qu'on a l'impression que depuis un certain temps, dans ce pays-là, ben, on ne veut plus voir ou entendre
une opposition s'exprimer. C'est véritablement nouveau comme phénomène qui est en train de se développer. Mais aussi harcèlement, non seulement des acteurs politiques, notamment de l'opposition, ou même ceux de la majorité qui sont des malpensants, mais aussi des acteurs de la société civile, vous-même, les membres de la presse, beaucoup d'entre vous d'ailleurs ont été sérieusement bastonnés, secoués, et certains même un peu mis au chaud pendant quelques jours ou quelques heures. Bref, nous considérons que ceci est une préoccupation sérieuse, surtout dans cette veille de compétition électorale. Élection que tout le monde souhaite libre, transparente, apaisée et honnête. Je ne veux pas être très long, c'est juste un mot introductif pour vous indiquer les principaux points sur lesquels l'opposition politique nigérienne, après l'observation d'un petit silence pour les raisons que j'avais indiquées tout à l'heure, reprend de la voix pour que aussi bien l'opinion nationale que l'opinion internationale sache dans quel climat se trouve notre cher pays, le Niger, aujourd'hui, en cette veille d'élection générale. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Grâce à Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, dans quelques mois, Inch'Allah, les Nigériens verront bientôt la fin des dures épreuves qui leur ont été imposées pendant bientôt 5 ans par les autorités de la 7e République. Pour conjurer le sort que Dieu leur réserve, ainsi que le vaillant peuple nigérien auquel ils n'ont jamais cru, ces autorités cherchent à créer les conditions de leur auto-élection. Comment? À travers le dysfonctionnement des 3 organes chargés de préparer, d'organiser et de valider les élections, à savoir le CFEB, la CENI, la Cour constitutionnelle. Pour réaliser leur objectif, les autorités de la 7e République, au premier chef, le chef de l'État, qui veut s'auto-élire dès le premier tour, en préparant les élections sans rechercher le consensus de la classe politique, tout parti confondu, à travers le CNDP, afin d'aller aux élections dans des conditions apaisées et obtenir des résultats acceptés de tous. Recherchant la victoire à tout prix, dès le premier tour, il veut, à travers des procès politico-judiciaires, éliminer tous les adversaires potentiels susceptibles de lui barrer la route et être ainsi le seul candidat à même de l'emporter, avec l'assurance que la Cour constitutionnelle, à l'instar de la Cour constitutionnelle de la 4e République, va valider les résultats acquis d'avance selon leurs propres calculs. C'est pourquoi, pour parvenir à ces résultats tronqués, le chef de l'État et avec lui tous ceux qui sont appelés à concourir à la réalisation de son projet d'un 2e mandat à tout prix, et quel qu'en soit le prix, veulent s'appuyer sur le fonctionnement du CFEB, de la CENI et sur la complicité active de la Cour constitutionnelle telle que décrite dans le tome 1 du livre blanc publié par l'ARDR. Parlons du CFEB. Pour parler du CFEB, nous allons donc partir de son historique, les conditions de sa mise en place. Vous vous rappelez que dans le choix des membres du CFEB, beaucoup de choses ont été dites. Et à l'issue de ces choix, nous nous rappelons également que le président du CFEB était politiquement marqué, n'est-ce pas, par rapport donc aux partis politiques, et avait des opinions politiques affichées du côté de la majorité.
Et c'est pourquoi le CFEB n'a jamais fonctionné de façon collégiale et en violation de son propre règlement intérieur. Au plan national, comme au plan régional, les travaux du recensement électoral ont été pilotés par quelques individus et en écartant très souvent les membres et les délégués de l'opposition. Les fonds mis à la disposition du CFEB pour assurer le recensement physique à hauteur de 3,5 milliards ont été utilisés à payer les fournisseurs et prestataires de services dans le dessein d'empocher des rétrocommissions. Le dysfonctionnement de cet organe et la compromission de ses membres a d'ailleurs entraîné la démission de M. Gambosani, rapporteur général du CFEB, de sorte qu'à 6 mois des échéances électorales, le fichier électoral n'est pas disponible et sa disponibilité annoncée au mieux pour fin octobre ou novembre 2015 et en tous les cas hors les délais constitutionnels et légaux. Et ce n'est pas tout. Selon la loi électorale, le fichier électoral doit être mis à jour annuellement. À lieu et place de cette mise à jour annuelle, les autorités de la sécurité publique ont décidé de la mise en place d'un fichier biométrique. L'opposition, tout en acceptant le principe de la biométrie, adopté dans beaucoup de pays de la sous-région et qui a fait ses preuves, a recommandé la poursuite de la mise à jour annuelle du fichier électoral de 2011 qu'on disait disponible. Pendant 4 ans, non seulement le fichier électoral disponible n'est pas mis à jour, mais le gouvernement soutient aujourd'hui que ce document, d'ailleurs critiqué par l'œuvre à l'époque, a disparu. Faute de son existence, de sa mise à jour, faute de fichier biométrique, le gouvernement a décidé d'élaborer un nouveau fichier électoral par recensement de porte à porte, qui a abouti au résultat suivant. Les zones nomades ont été mieux recensées que les zones sédentaires et urbaines. Certaines localités sont recensées à 100, 150 et même 200%. Tawa, comme par hasard, est recensé à 98%. Agadez enregistre des taux allant de 100 à 200% dans 11 communes sur 15 et j'en passe. Toutes ces manœuvres n'ont d'autre objectif que la préparation d'une fraude organisée à vaste échelle. À ce jour encore, le recensement électoral des Nigériens à l'étranger n'a pas eu lieu à l'expiration des délais fixés. Sans compter que des cartes consulaires et des livrets de famille vierges sont déjà prédisposés et le recensement hors délai n'étant pas réalisé et qui n'est pas réalisé dans les délais, n'est-ce pas, on a donc mis en place des autorités pour faire un recensement par des autorités non habilitées. La position de l'ADR est donc claire. En raison du doute qui plane sur la fiabilité du fichier électoral, sous la direction d'un CFEB qui a fonctionné dans les conditions que l'on sait, l'ADR exige un audit externe du dit fichier. Parlons à présent du fonctionnement de la CENI. Là aussi, c'est suite à la convocation des CNDP, à la demande de l'ADR, que celle-ci a été mise en place devant le peu d'empressement du gouvernement à le faire. L'opposition n'est représentée que par un seul membre, en violation de l'article 14 de l'ordonnance du 16 décembre 2010 portant statut de l'opposition qui dispose: les partis politiques de l'opposition bénéficient d'un droit de représentation proportionnellement au nombre d'élus au sein des organes et des institutions où elles siègent. Ce qui signifie que l'opposition doit, au pire, être représentée par 5 délégués. Il y a donc la violation de la loi que la CENI doit au plus vite corriger, et cela dans toutes les sous-commissions, y compris la sous-commission défense et sécurité. Du chronogramme. Par communiqué de presse en date du 20 juillet 2015, le président de la CENI a annoncé que celle-ci a décidé par consensus de retenir le chronogramme qui commencera par les élections présidentielles pour se terminer par les élections locales, en raison, dit-il,
des délais constitutionnels, de l'absence de disponibilité du fichier électoral, qui semble-t-il d'après lui sera disponible au plus tard, au meilleur des cas, le 31 octobre, comme si c'est l'opposition, n'est-ce pas, qui est responsable de ce retard qui a été fait de façon calculée. Aucun procès verbal signé des membres présents à l'Assemblée plénière de la CENI n'a été ni dressé ni signé par les membres présents. Le consensus a été recherché plutôt par les délégués de l'opposition, n'est-ce pas? Et ce qui conforme donc à la tradition de prise de décision de la CENI, alors que la majorité a préconisé le vote, étant assuré, selon elle, qu'elles avaient la majorité. Or, les délégués de l'ARDR à la CENI ont contesté que l'adoption, entre guillemets, du chronogramme controversé n'a pas été obtenue par consensus. D'ailleurs, le porte-parole de l'ARDR a dénoncé l'existence de ce prétendu consensus. De la corruption au sein de la CENI. Dans son communiqué de presse, le président de la CENI parle de débats qui se sont déroulés dans la sérénité. Or, il est avéré qu'à l'occasion de la fameuse adoption du chronogramme, l'argent a circulé, comme le reconnaît son président, et en ces termes. Au terme d'une enquête sommaire, le bureau de la CENI a décidé de sanctionner ceux de ses membres qui ont confondu récemment leur mission au sein de la CENI à leur activité de représentant de partis politiques, en posant dans les locaux membres de la CENI des actes de nature à rompre la confiance des parties prenantes. Il faut appeler un chat un chat. Des membres de la CENI ont été corrompus avec de l'argent à l'occasion du choix de l'un des deux chronogrammes proposés à ta décision. Or, au terme de l'article 31 alinéa 5 de l'arrêté du 27 juin 2015 portant règlement intérieur de la CENI, tout manquement aux obligations de réserve, de dignité, de neutralité et de toute forme d'indélicatesse financière de la part des membres de la CENI expose le contrevenant à son remplacement systématique sans préjudice de poursuites judiciaires. L'ARDR a écrit au président de la CENI pour donner foi à ses propos sur la crédibilité de celle-ci, pour que des sanctions disciplinaires soient prises et des poursuites judiciaires engagées contre les auteurs, co-auteurs et complices des corrompus. L'ARDR attache du prix à de telles sanctions conformément au règlement intérieur de la CENI pour donner crédit à l'image de la CENI que son président veut vendre à l'opinion. C'est pourquoi, d'ores et déjà, l'ARDR rejette en bloc un chronogramme retenu, n'est-ce pas, sans consensus et obtenu par des moyens de corruption reconnus de tous. Dans le même communiqué de presse, le président de la CENI a parlé du respect des délais légaux. Nous allons en parler. Selon le président de la CENI, le chronogramme retenu a tenu compte des délais constitutionnels liés à l'organisation des élections présidentielles et législatives. Or, les élections au Niger sont régies par le code électoral, notamment le code général des collectivités territoriales, la loi du 28 mars 2014 portant régime général des élections présidentielles locales et référendaires, et par la loi du 15 avril 2014 portant régime électoral des membres de l'Assemblée nationale, et non pas la Constitution. Pour ce faire, dans un point de presse, le président et le vice-président de la CENI invoquent les dispositions de l'article 166 de la Constitution, insérées au titre 9, intitulé des collectivités territoriales et portant sur la compétence des tribunaux de grande instance, disposition nouvelle introduite pour la première fois par la Constitution de la Septième République, n'est-ce pas? Or, nulle part dans ce texte, on ne parle de délais électoraux ni de la durée des mandats électoraux. Dans les articles 27 et 37 du Code général des collectivités territoriales, la durée du mandat du conseil municipal est de 5 ans renouvelable. À l'article 76
de la loi du 28 mars 2014, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. À l'article 78 de la loi du 15 avril 2014 portant le régime électoral des députés, il est dit les députés sont élus pour un mandat de 5 ans, ils sont rééligibles. Voilà pour ce qui est de la durée des mandats électoraux. À compter maintenant de quelle date commencent à courir les délais du mandat. L'article 166 de la Constitution, invoqué par le vice-président de la CENI, tout comme l'article 59 de la loi du 28 mars 2014, sont muets sur la question. Par contre, l'article 71 de la loi du 28 mars 2014 dit, s'agissant des élections présidentielles et locales, les candidats proclamés élus, j'insiste beaucoup sur la question, proclamés élus, demeurent en fonction jusqu'à ce que soit définitivement statué sur les réclamations. C'est-à-dire, même s'il y a des recours, dès que l'État vous proclame élu, vous êtes député, conseiller ou président. En clair, les réclamations et recours ne sont pas suspensifs. L'article 122 de la même loi du 28 mars 2014 dit également qu'elle approche toute disposition antérieure contraire. Ce qui signifie que les dispositions non contraires contenues dans le Code général des collectivités territoriales trouvent application. C'est ainsi que l'article 37 de ce code dit que le mandat du conseil municipal prend effet à compter de la proclamation des résultats définitifs. Ce texte a le même sens que l'article 71, tant en ce qui concerne l'élection du président de la République qu'en ce qui concerne le mandat du conseil municipal, qui prend effet dès que le candidat est proclamé élu, comme nous l'avons dit à l'instant. Ni la Constitution, dans son article 166, ni la loi électorale n'ont donné compétence au tribunal de grande instance et à la Cour constitutionnelle pour fixer la date de prise d'effet du mandat électif. Vous avez l'article 125 de la Constitution qui est très clair, qui dit que la Cour constitutionnelle contrôle la vérité des élections, les présidents législatifs, elle examine les réclamations et en proclame le résultat. Ce qu'il est demandé à la Cour, tout comme les tribunaux, c'est seulement de proclamer le résultat. Nulle part on leur donne compétence pour prendre effet. C'est la loi qui donne la date à laquelle prend effet le mandat, la prise d'effet du mandat. Alors, voilà à ce sujet la position de l'ARDR. Le chronogramme retenu par la CENI a violé la loi électorale et les délais qu'elle a fixés, d'où sont régés pur et simple par l'ARDR pour revenir au délai à un chronogramme qu'elle a écarté à dessein et à raison justement de la fraude qui est en train de s'annoncer, parce que je vous indique qu'en 1998, pour évaluer la crédibilité du régime de la IV République, tous les partis de l'opposition avaient exigé qu'on commence par les locales pour savoir le voix de chacun. Donc tout le monde sait que les locales permettent une évaluation réelle du poids électif de chacun. Et en inversant ce schéma, c'est la preuve sûre et certaine que l'exécutif actuel veut frauder. Déjà, en 1998, l'époque que je disais, la République, le chef de file de l'opposition, d'alors que je me refuse de nommer, et que vous nommez vous-même, n'est-ce pas, disait à propos des élections locales du 22 novembre 1998, où elles seront transparentes, où nous les empêcherons. À cette occasion, l'opposition de l'époque avait posé certaines conditions pour sa participation aux élections. C'est pourquoi, en raison de la crise de confiance sur le fonctionnement du CFEB et de la CENI, et malgré la profession de foi du chef de l'État dans son discours du 2 août 2014, où les élections présidentielles, législatives et locales seront transparentes, justes, équitables et inclusives pour tous, ou elles n'auront pas lieu. En 1998, face à un régime militaire
la démocratie et le peuple nigérien ont résisté et ont vaincu. Le régime actuel veut passer en force pour justement gagner les élections comme en 1998. C'est le rôle assigné à l'actuel ministre de l'Intérieur qui a pour mission de procéder par force d'autorité à une victoire au premier tour du président, n'est-ce pas, de la République, au président de la République, n'est-ce pas, à l'instar de son illustre prédécesseur sous la 4e République. Déjà, le chef de l'État actuel disait par lui-même en 1998, il parlait du président, n'est-ce pas, de la 4e République. Il ne se rend pas compte que le type de régime qu'il préconise est historiquement fini, que le temps des messies dictant des oracles au peuple et autres hommes provinciaux est révolu. Par conséquent, nous estimons que là où nous avons tenu face à un régime militaire, nous pouvons tenir. Là où nous avons tenu, le peuple nigérien a tenu face à un régime militaire, à une dictature militaire, je pense que les Nigériens sauront plus facilement tenir tête à un régime civil, à une dictature civile. Les bombes lacrymogènes et autres meurtres et assassinats ne peuvent venir à bout de la résistance populaire que d'aucuns estiment les citoyens nigériens incapables. Nous allons assurer la preuve contraire de notre détermination et de notre force à venir à bout de la dictature. De la disqualification et de la récusation de la Cour constitutionnelle. L'ARDR a récusé et disqualifié la Cour constitutionnelle actuelle pour contrôler la régularité des élections présidentielles et législatives à venir et proclamer les résultats. Selon les autorités de la 7e République, l'article 135 de la Constitution a déclaré que la Cour constitutionnelle ne peut être dissoute et encore moins disposition de la loi être suspendue. Mais cette revendication n'est pas nouvelle. En 1998, l'opposition politique de l'époque, sous le FRDD, avait pris à partie la Cour suprême, et en particulier Ali Bandiare, Hamma Al-Jini et même Sodi Abdraman. Et par une déclaration en date du 1er juillet 1998, le FRDD avait demandé et obtenu le remplacement des membres de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême par de nouveaux membres soucieux du droit et de leur serment et jouissant de la confiance des deux partis, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition. Ainsi que de relever tous les cadres, elle a également demandé de relever tous les cadres de commandement qui sont impliqués dans les activités politiques et partisanes. Nous en ferons autant. Déjà en 1997, Lawal Kader écrivait à juste titre que le peuple est au-dessus de la Constitution. Or, l'ARDR représente au bas mot 70% de l'électorat nigérien. Mais le chef de l'État actuel lui-même n'a-t-il pas déclaré en 2012, à l'occasion des travaux des États généraux de la justice, que ainsi, les résultats d'un sondage exécuté par l'Institut national des statistiques sur un échantillon représentatif de la population renvoient une image inquiétante entre le système judiciaire et les citoyens. En effet, plus de 53% des personnes interrogées déclarent ne pas avoir confiance à la justice. 67% pensent que la corruption sévit dans le milieu judiciaire, pendant que près de 50% estiment que la séparation des pouvoirs n'est pas une réalité dans notre pays. C'est lui qui l'a dit. Ce qui signifie que c'est ce que nous reprochons à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, il n'y a pas une réelle séparation entre les activités d'un pouvoir judiciaire électif et ce qui concerne le pouvoir politique, l'exécutif. C'est pourquoi, comme en 1998, et d'accord avec le constat du chef de l'État, il faut remplacer les membres actuels de la Cour constitutionnelle par de nouveaux membres soucieux du droit, de leur serment
et jouissant de la confiance tant du pouvoir que de l'opposition. Pour terminer, nous allons parler de la question du harcèlement judiciaire de la plupart des membres de l'opposition. Vous savez, j'ai l'impression que le pouvoir actuel s'est copié et s'est plagié. Vous vous rappelez, dans les années 98, on va commencer d'abord par ce qu'on appelle le harcèlement judiciaire à des fins politiques, c'est-à-dire régler les conflits politiques à travers des procès et des procédures judiciaires. À l'époque, vous vous rappelez, en 98, on avait mis une commission de moralisation pour faire pièce à un certain nombre de personnes. Et l'exemple type, vous vous rappelez, Akoli Dawel était déjà poursuivi pour avoir acheté d'occasion des véhicules du ministère de l'Agriculture, même s'il a passé aujourd'hui de l'autre côté, ne revenons pas là-dessus. La division des partis politiques. Et là aussi, également, ils ont su plagier. À l'époque, il y avait le PDS Alheri, il y avait l'ANDP Zamalafia, il y avait le MNSD, il y avait le CDS, tous ces partis. Justement, on avait commencé à les diviser pour justement réconforter le RDP. Voilà où ils ont copié de façon tout à fait primaire ce qu'ils sont en train de nous faire aujourd'hui. Et à l'époque, ils dénonçaient ces pratiques-là comme étant des pratiques de base politique. Et en ce qui concerne donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les tribunaux et la Alcia qu'on met pour pourchasser des hommes citoyens nigériens et en particulier les membres des partis politiques de l'opposition. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on constate? Des gens qui ont rendu gorge, auxquels on a levé l'immunité à l'Assemblée, qui ont passé en courant de l'autre camp la culotte tenue par les mains pour rejoindre les camps de la majorité. Alors, il faudrait que là également, que nous appelons un sursaut sur deux questions. La question d'abord du respect des libertés publiques, les libertés de manifestation, qu'on refuse à toutes les forces politiques, à toutes les forces de société civile, à tous les syndicats. Alors que pendant des années, c'était des libertés garanties. Et tous ceux qui ont eu, n'est-ce pas, à savoir ces libertés, l'ont payé au plus cher. La deuxième chose, c'est qu'on se batte avec l'opinion pour l'arrêt des procès à dessein sur l'installation à bas prix également et au moindre coût de nos tribunaux, parce que cela est constant. Depuis les débuts de la démocratie à ce jour, les pratiques des tribunaux ont souvent été, interpellés et leurs pratiques dénoncées. Nous appelons également au ressaisissement des tribunaux et singulièrement à ceux qui se soucient dans le principe de respect du droit, à savoir le SAMA, nous appelons nos membres à prendre leurs responsabilités, à revenir à l'éthique judiciaire, à revenir au souci de l'impartialité, de l'indépendance du juge, de l'intérêt de tous les citoyens et de l'intérêt d'eux-mêmes. Voilà ce que j'avais à dire en résumé et en condensé, et je vous remercie de votre écoute.